pour moi de me faire intervenir sur cette plateforme. Ça prouve cette marque d'estime que vous avez pour moi. Et ça me rassure, quoi. Me suivre à partir de la diaspora, pour moi, c'est un plaisir. Donc, c'est moi qui vous dis merci. Et voilà, je suis Serge Lottin Sommet, c'est mon nom. Je suis Camerounais, originaire de la province du Littoral, département de Vouri. Et je suis ressortissant de la côte, quoi. Donc, je suis né dans les berges de Vouri et voilà mes origines. Professionnellement parlant, je suis acteur de cinéma, événementiel et agent de télécommunication dans une boîte de la place, quoi, que je vais taire le nom, quoi. Voilà, en bref, qui est Serge Lottin. Ok, alors on peut savoir comment tu es venu au cinéma? Oui, c'est vrai, je n'ai jamais pensé un jour que je ferais dans le cinéma. Et une petite anecdote, c'est que je suis un ancien mannequin de mode. Donc, Serge Lottin est arrivé dans le cinéma dans les années 2000 par le concours d'un ami. À cette époque-là, il n'était pas un ami parce qu'il m'a rencontré comme ça un jour. J'allais pour des entraînements sur le plateau de mode. Et voilà comment il me rencontre. Et il me dit, oh, Dio, vous avez quelque chose qui m'accroche et j'aimerais bien vous faire assister à un de mes tournages pour que vous puissiez vous imprégner. Et si jamais ça vous tente, ça me fera plaisir que vous fassiez partie d'un autre. C'est vrai que au départ, moi, je n'étais pas partant parce que je ne savais pas comment j'allais commencer à subitement être un acteur de cinéma sans passer par une école de cinéma. Mais bon, c'est de là où tout est parti. Et je me souviens qu'après ce jour, c'était pas ce jour, j'avais dit oui. Et on s'était donné rendez-vous 2 ou 3 jours après. Et voilà, j'ai dit ok. Je vais voir à quoi ça ressemble, ce cinéma dont il me parle là. Donc voilà comment je me retrouve subitement en train de jouer un premier rôle dans un projet dont il m'avait fait part. Comment ça s'appelle encore là? Ça fait très longtemps. La magie du rêve. Voilà mon tout premier long métrage où on découvre Serge Lottin. Il y a 20 ans aujourd'hui. Et voilà les débuts de Serge Lottin en tant qu'acteur dans le monde du cinéma. Voilà, parce que j'étais prédestiné à faire dans le cinéma, mais j'ignorais cela en moi. Donc voilà, j'ai rencontré un ami, c'est quelqu'un qui m'a remonté ça en cours de chemin. J'allais pour une prestation de mode en qualité de mannequin que je fus à l'époque. Cela 20 ans aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un comme ça qui m'a dit que j'avais quelque chose à moi qui l'intéressait et qui voudrait que j'assiste à un de ces projets cinématographiques. Donc voilà comment je se retrouve dans le monde du cinéma à travers un premier long métrage, pour ne pas dire le premier long métrage auquel je fais figure, qui était réalisé par Romeo Zafak, cette année dont je vous parle, qui m'a fait découvrir le monde du cinéma. Voilà comment Serge Lottin arrive dans le monde du cinéma. Ok. Bon, on va revenir à tous les films, pas tous les films, mais la plupart des films où tu as joué, des rôles que tu as aussi, que tu faisais. Là, on est comment dirais-je, dans une situation où on voit actuellement aussi beaucoup de mannequins qui passent de mannequinat, je ne sais pas comment on dit encore ça, à l'actorat.
Et vous-même, il y a très longtemps, vous étiez mannequin et vous êtes entré dans le monde du cinéma et vous avez complètement oublié, disons, ce mannequinat. Corrigez-moi si je dis une bêtise là. Alors, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup très facile pour un mannequin comment dirais-je, de s'introduire dans le monde du cinéma, ou c'est juste une question aussi de disponibilité tout simplement qui peut obliger quelqu'un qui était mannequin à venir faire le cinéma, d'après vous? Oui, c'est vrai qu'à l'époque où j'étais mannequin, je n'avais pas une idée du cinéma, donc ce n'était jamais passé dans mes rêves. Maintenant, des prédispositions pour devenir acteur de cinéma en tant que mannequin, pour moi, ce ne fut pas difficile à partir du moment où euh, la personne qui m'aura contacté pour intervenir dans son projet m'a laissé tout le temps de réfléchir et de voir si jamais je pouvais lui être utile. Donc, il a fallu que je prenne un break par rapport à mon domaine de compétences de l'époque. Donc, j'ai pris tout le temps de réfléchir et de voir si je pouvais vraiment m'aventurer dans le cinéma. Et c'est pas comme si j'alliais le cinéma au mannequinat. C'est quelque chose, ça allait être très difficile déjà parce que mon programme de prestation en mannequinat n'était pas vraiment un programme qui pouvait me permettre de sur le plateau de tournage. Donc, il m'aura fallu faire un break pour découvrir aussi le milieu du cinéma. Et voilà comment je me retrouve dans ce milieu. Et je suis parti du mannequinat pour me retrouver dans le cinéma. Je n'ai pas pu faire les deux au même moment. Et je crois quand même que c'était difficile au départ. Parce que quitter d'un domaine à un autre comme ça, passer d'un domaine à un autre comme ça, c'était pas évident pour moi. Mais le cinéma m'a fait découvrir beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de rêve par rapport au mannequinat. Et voilà comment je me retrouve dans le cinéma. Donc, je n'ai pas pu faire les deux au même moment. Il a fallu que je choisisse. Donc, c'est ça. Ok, une petite dernière question avant que je ne passe la parole aux autres. Où est-ce que ça paye bien? Au mannequinat ou bien au cinéma? Oh, Martin, c'est une question délicate parce que le mannequinat, comme le cinéma, c'est deux entités qui s'allient. C'est-à-dire que tout ça, c'est de l'art. Maintenant, dire si ça paye ou si ça me paye moi, je saurais vous dire vraiment si ça me paye vraiment parce que moi, j'ai fait dans le mannequinat pendant 7 ans avant de rentrer dans le cinéma. Et c'est vrai qu'à l'époque, je faisais dans le mannequinat parce que j'avais pas pu trouver, je n'ai pas pu être sollicité dans le domaine de l'emploi. Et pour occuper mon temps, j'avais des prédispositions de faire dans le mannequinat. Je me suis lancé dans le mannequinat déjà pour pallier à la nuit. C'était pas forcément pour gagner ma vie. Et bien évidemment, étant dans le mannequinat, je ne peux pas dire que je gagnais ma vie. C'était des petits gambos, comme on l'appelle dans notre jargon camerounais. C'était des petits pointages comme ça dont on m'octroyait. C'est des petits dépannages comme ça. Le mannequinat n'a pas de salaire. Maintenant, le dénominateur comme dans le cinéma, c'est que le mannequinat et le cinéma, ce sont des métiers sporadiques. On le fait comme ça. On n'a pas un salaire fixe. Et
dire si le mannequinat me payait plus que le cinéma, je ne saurais pas vraiment vous répondre, mais je dis, je faisais dans le mannequinat à l'époque pour subsister. Maintenant, je fais dans le cinéma pour espérer vivre. Moi, je vis encore le cinéma, mais j'espère que le cinéma dans le long terme. Donc voilà. Oui, alors moi, c'est concernant le métier d'acteur. Moi, je suis en fait, je trouve en fait Serge très courageux de prendre certains rôles. C'est des rôles qui sont quand même assez durs quand même. Hein. Un papa très autoritaire avec ses filles. On ne sait pas s'il aurait la même autorité s'il aurait eu des garçons, déjà. Quand on le voit, papa très protecteur à sa manière dans le cœur d'Asaï. Un père qui est dans un trafic d'armes, qui est dans un réseau de pédophilie, un directeur de prison qui est également violeur. Donc, je me dis, quand on vous propose ce genre de rôle, mais quelle est votre réaction? Parce que c'est des choses en fait qui ne sont pas abordées très souvent dans le cinéma africain, de manière générale. Donc moi j'ai une question pour Serge pour savoir quelle est sa réaction quand on lui propose ce genre de rôle. Est-ce qu'il accepte tout de suite ou est-ce qu'il se prend un temps de réflexion? Bon, tout d'abord, Zendel, je voudrais déjà te dire que je ne choisis pas de rôle. Parce que dans le cinéma, on ne choisit pas son rôle. On ne choisit pas son rôle. Dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle un profil. Donc, tous les rôles que j'ai très différent entre jouer et incarner un personnage. Je vais entrer dans le détective au fil et à mesure de mes explications. Donc, je suis en train de dire que je ne choisis pas les rôles. On me sollicite pour un rôle par rapport au profil qui sied à ce rôle. Ça, c'est bien. Maintenant, comment ça se fait que je me retrouve sur un projet pour incarner un personnage? C'est succinct du profil dont le réalisateur a besoin. Et généralement, j'ai ce profil qui sied à tous les rôles qu'on m'octroie dans différents films que j'ai joué jusqu'ici. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, c'est que tous les rôles qu'on me propose, peut-être qu'on voit cela en moi et on pense que les rôles que je peux jouer, c'est des personnages que je peux incarner. Et voilà comment je me retrouve à jouer tant de rôles que possible. Donc, Serge n'est pas celui qui choisit un rôle. Serge c'est celui à qui on attribue un rôle par rapport à un personnage bien défini dans un projet bien défini. D'accord. Autre question, Zandel, mais j'ai une petite sous-question par rapport à ce qu'il vient de répondre là. Alors, vas-y, pose ta sous-question. Oui, la sous-question, c'est Serge, est-ce qu'il t'est arrivé de refuser un rôle ou des rôles? J'ai plutôt la chance que depuis que je fais le cinéma, je ne sais pas si c'est un fait de hasard ou bien c'est un esprit bien disposé qui habite en moi de jouer tous les rôles auxquels on me sollicite. Et jusqu'ici, je n'ai jamais refusé un rôle, mais ça coïncide tout simplement que tous les rôles qu'on me propose, c'est des rôles dans lesquels je me retrouve. Et je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun rôle que j'ai refusé dans un projet cinématographique.
Mais cependant, on ne m'a jamais proposé un rôle. Je n'ai jamais eu la malchance d'être sollicité pour un rôle que je ne peux pas, que je peux pas jouer. Tous les personnages que j'ai eu à incarner, c'est des personnages qui répondent à mon quotidien, qui répondent à ma façon d'être, qui répondent à tout ce que vous avez pu découvrir dans les films que vous avez regardés. Donc voilà. Bon, il y a le rôle que tu avais joué dans Les Liens d'Acier, qui est un rôle qui est effrayant, si tu veux. Bon, moi, je me suis dit, bon, écoutez, moi, si j'étais un acteur, comme on me donnait ces rôles-là, quel que soit le montant comment dirais-je, qu'on va me proposer comme cachet, ça, je ne prendrai jamais. Est-ce que quand tu as pris ces rôles-là, comment dirais-je, tu t'es dit, ok, bon, peut-être que les gens vont mal me juger ou vont penser que je suis de cette nature-là. Est-ce que tu as pensé à ça ou bien tu t'es dit tout simplement, moi, c'est un rôle qu'on me donne, j'y vais, point barre. Oui, Martin, qu'est-ce que je veux dire? Généralement, un acteur de cinéma doit pouvoir incarner le personnage et doit pouvoir intégrer tous les rôles. Mais cependant, on a le droit de dire oui ou non à un rôle qu'on nous propose. Le cinéma, c'est un métier qui nous soumet à des challenges. Ça nous soumet à des challenges et la passion de ce métier, moi particulièrement, fait en sorte que il n'y a pas un seul rôle justice que j'aurais pu poser par rapport à dénaturer ma personne ou par rapport à susciter une critique accepte. Mais je dis, j'ai eu la chance de voir que on m'a posé dans tous les films que j'ai joués. C'est des rôles qui m'accrochent. C'est des rôles qui m'ont vraiment accroché. Bien placé. C'est vrai. C'était mon tout premier rôle. C'est mon tout premier rôle comme dans le cinéma en tant que quelqu'un de sadique, de rigoureux et à la limite de quelle expression que je peux utiliser, de barbare. Parce que c'était vraiment un rôle barbare. Et pour moi, c'était un challenge parce que l'audience, les spectateurs, les fans du cinéma étaient habitués à me voir dans les rôles d'aristocrate, les rôles bon chic, bon genre, si je peux le dire ainsi. Et pour moi, ce rôle-là était un challenge pour moi. Je voulais partager avec les audiences dans une autre configuration. Donc, moi, j'ai accepté ce rôle parce que je voulais aussi montrer aux gens que je peux être Serge Lottin, le méchant, et non plus Serge Lottin, le gentil, le beau mec, le bon garçon, l'aristocrate, tel qu'on aura l'occasion d'aborder dans d'autres projets auxquels j'ai assisté. Donc, en définitive, c'était un challenge pour moi. Je voulais aussi montrer une autre figure de moi en incarnant ce personnage de régisseur de prison. Donc, voilà. Mais est-ce que dans la rue, quand tu passais dans la rue, ou les gens qui te reconnaissent ou qui te voient, est-ce qu'il n'y a pas eu de menaces ou des insultes ou un regard peut-être un peu, un regard méchant contre toi? T'est arrivé ça? C'est vrai que les personnages que nous incarnons dans les différents films dont on nous sollicite nous exposent. La plupart du temps, on nous expose, mais c'est notre métier. On court ces risques. Par rapport à Lien d'Acier,
C'est vrai, les gens qui me côtoient au quotidien ont découvert une autre figure de Serge Lottin et la plupart d'entre eux, des amis, l'entourage, se posaient beaucoup de questions. Ils se demandaient, mais écoute, est-ce que c'est vraiment Serge Lottin qu'on connaît? Est-ce que se posait... Bref, on se posait beaucoup plus de questions que des menaces. Parce que, simplement, c'est quelqu'un de nature qui... je suis quelqu'un de... J'ai mon flegme naturel dont on me connaît. Je ne suis pas quelqu'un qui force. Je ne suis pas de nature bouillon, méchant, sadique, barbare, tel qu'on m'a découvert dans Lien d'Acier. Donc, ça faisait qu'au contraire, les gens se posaient beaucoup plus de questions de savoir est-ce que c'est ces gens qu'on connaît dans la vie au quotidien. Donc, je posais beaucoup plus de questions que de menaces. Maintenant, pour ceux qui m'ont connu à travers le cinéma. Vous savez, on est dans un métier où on s'attend à être aimé, on s'attend à être menacé, parce que vous, l'audience, et pour les adeptes du cinéma, ils aiment beaucoup plus les acteurs qui incarnent le personnage dans le sens de plaire. Et moi, pour une fois, j'ai incarné un personnage dans le sens de me faire insulter, mais pourtant, récemment, parce que le cinéma, c'est un jeu et pas la passion comme ça, on peut faire. Mais généralement, je n'ai pas encore eu la malchance d'être pointé du doigt, ni même d'être dans la rue par rapport à un rôle quelconque. Mais je peux même dire que c'est un rôle qui a changé mon quotidien parce que je suis passé Serge Lottin, de très posé, de trop attentif, à Serge Lottin, de méchant homme, de barbare. Et ça me plaît aussi de savoir que j'ai pu me transfigurer et je suis devenu Serge Lottin le barbare, mais dans le cadre du cinéma. Je ne suis pas barbare dans la vie. C'est un jeu. On se prête à ce jeu et nous, ça nous plaît bien de savoir qu'on peut être tout. On peut être bon, on peut être méchant. Et pour moi, c'est un challenge pour une fois être un monsieur méchant. J'étais comme méchant dans Lien d'Acier. Et je vais vous raconter une anecdote. Depuis que j'ai financé, à tout bout de chemin, on m'appelle monsieur le Richard. À tout bout de chemin, on m'appelle monsieur le Richard. Et voilà, ça me marque. Ça ne me marque pas négativement parce que c'est un jeu, le cinéma c'est un jeu, mais ça me marque parce que j'ai pu m'octroyer un personnage fictif aujourd'hui qui m'est calé à la peau. Ça me fait plaisir qu'on m'identifie aujourd'hui en tant que régisseur de prison parce que Lien d'Acier, j'ai pu marquer les esprits des audients et des acteurs dans Lien d'Acier. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. D'accord. Zandel, tu as une autre question? Oui, mais du coup, tu vois, tu m'avais piqué la question. Donc, du coup, je vais poser une autre question. Sorry. C'est pas grave. Moi, c'est par rapport au rôle qu'il avait dans Les Cœurs d'Alsace. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on voit un père très autoritaire envers ses filles. Est-ce que le papa qui est très protecteur, parce que c'est aussi une question de... Il y a aussi cette protection affective, mais il y a aussi ce côté intérêt financier aussi. Est-ce que Serge est comme ça avec ses enfants? Est-ce qu'il est assez dur? Est-ce qu'il est assez protecteur? Est-ce que c'est un papa nounours? Est-ce que voilà, est-ce que c'est un papa assez strict? Ok, Zendel, ce que je vais dire déjà d'entrée de jeu en ce qui concerne le cœur d'Alsace. Est-ce que tel que vous me voyez,
je suppose que vous voyez quelqu'un de différent du personnage que j'ai incarné dans Le Cœur d'Azaï. Je réitère mes propos que le cinéma, c'est un jeu. Nous, on a cette aisance, cette habileté d'incarner. Moi, je veux dire moi. Quand je dis nous, pour ceux parmi lesquels, ceux d'entre mes collaborateurs qui ont assisté dans les projets, dans le projet de Cœur d'Azaï, je pense que on a tous su se donner. On a tous su se donner. Moi, dans Le Cœur d'Azaï, je suis ce papa. Comment est-ce que je peux dire, comment est-ce que je peux définir mon rôle? Je m'appelle Monsieur King, hein, dans Le Cœur d'Azaï, pour vous raconter l'histoire du Cœur d'Azaï. Le rôle, le personnage de Monsieur King m'a accroché déjà parce que King, c'est un nom Sawa, tel que je suis. Voilà ce qui m'a d'abord accroché dans le projet Le Cœur d'Azaï. Et quand on m'a proposé ce rôle, j'ai dit, même sans avoir lu le scénario, j'ai dit oui. Parce que je me retrouvais déjà dans Le Cœur d'Azaï à travers le patronyme King, qui est un nom de famille. Donc, quand on m'a proposé ce scénario, j'ai dit oui, même sans l'avoir lu. Et quand je l'ai lu, je me suis tellement retrouvé parce que M. King, dans ma vie, c'est une histoire, c'est un vécu. C'est une histoire que j'ai vécue dans ma vie en couple. Donc, M. King, c'est ce rigoureux. C'est un papa protecteur. C'est un papa qui aime tellement sa fille que je n'aurais jamais souhaité que l'histoire que vous avez dans Le Cœur d'Azaï soit telle que vous l'avez vécue. Mais moi, ça m'a fait parce que en tant que protecteur, M. King n'a jamais souhaité voir sa fille aller dans les bras d'un pêcheur pour entrer dans le film. Un pêcheur, un pauvre pêcheur. Tout ce que tu as pu délicher comme mari, ça me fait sourire parce que les différences sociales qu'on vit au quotidien, on devrait les éradiquer dans les mœurs. Parce que le sentiment, quand il est accroché, peu importe la classe sociale, la leçon à tirer, c'est que quand le cœur est déjà accroché, on n'y peut vraiment rien. Donc, j'ai eu beaucoup de soucis avec ma fille dans Le Cœur d'Azaï parce que moi, je voulais la protéger. Et compte tenu de mon rang social, je n'avais jamais pensé qu'elle se serait retrouvée dans les bras d'un pêcheur, contrairement à celui pour lequel mon cœur tendait. Mais ce n'est pas mon cœur qui parlait en cet instant. C'est le cœur d'un père protecteur, c'est le cœur d'un père qui aime sa fille, qui veut entretenir l'image de sa fille et l'image de M. King que je fus dans ce beau joyau. Les leçons à tirer dans Le Cœur d'Azaï, c'est quoi? Contrairement à ce que j'avais pensé, pour vous qui avez regardé le film, et j'espère que vous avez apprécié mon rôle dans ce film et le film en lui-même. La leçon à tirer, c'est que M. King a fini par comprendre que on ne choisit pas un amour à sa fille. On ne choisit pas un amour à sa fille. Et ce qui est de positif, parce que le cinéma, c'est aussi ça, nous sommes là pour éduquer. Nous sommes des ambassadeurs de la culture. Et il faut toujours retenir quelque chose dans tous les films que nous, dans tous les personnages que nous incarnons. Il faut toujours retenir une leçon. La leçon à tirer
et que M. King a fini par comprendre que quand le cœur est déjà accroché, on n'y peut rien et que parfois on peut se tromper. Parce que contrairement à ce que j'avais pensé, que j'avais souhaité, que ma fille épousa un homme de classe acceptable autant que son père, et pour défendre l'image de notre famille, j'ai fini par comprendre que je me trompais. Je me trompais énormément parce que celui qui était prédestiné à épouser ma fille, Cynthia Elizabeth, de son vrai nom, avait déçu. Et ça m'a permis de comprendre que dans la vie, il faut laisser libre à nos enfants de choisir leur amour, leur ambition. Et voilà la beauté de personnage dans ce film-là. Et vous allez comprendre que vous avez pu constater que le dénouement final dans le cas nous a tous laissé sans voix parce que il y a une violence dans le cœur d'Azaï. M. King a eu trop de problèmes. M. King a été trahi par son meilleur ami. La confiance que je peux accorder à mon ami, j'ai oublié son nom, mais de son vrai nom, Kameni, un ami, un grand acteur de cinéma que je respecte beaucoup, m'avait tellement déçu parce que de par nos relations, étant professionnel et dans la vie, il m'a beaucoup déçu. Et j'ai découvert une super chérie, j'ai trahi ma famille, mais vous qui avez regardé le film, vous avez pu constater que le dénouement final de cette histoire dans le cœur d'Azaï était la réconciliation, la paix, l'amour, le pardon. Voilà les messages que j'ai transmis dans le cœur d'Azaï. Et si le cœur d'Azaï vous a autant accroché que moi-même qui ai incarné ce personnage, je dis merci. Je dis merci au feu Sergio Marcelo qui était le co-réalisateur du cœur d'Azaï, le défunt Sergio Marcelo, paix à son âme. Et Stéphane Young, pour ne pas oublier Imoljo, qui était comme metteur en scène, qui a façonné beaucoup d'acteurs dans ce film. Et l'anecdote est que l'une de mes filles, Octavie Pondo, qui était ma fille cadette, je crois était à son premier long métrage, était à sa première participation dans un film. Et je crois quand même que de mon appréciation, c'était un coup d'essai pour un coup de maître dans le cœur d'Azaï pour moi. Quand vous me posez la question, si jamais vous aimeriez savoir quel est le film qui m'aura approché, je vous dirai sans hésiter le cœur d'Azaï. Voilà l'histoire. Je confirme, effectivement, c'est un très bon film. Moi, je l'ai regardé 6 fois, hein. Vraiment 6 fois. Alors, ce n'était pas seulement pour le jeu d'acteur, c'est parce que les paysages étaient juste magnifiques. On avait envie juste de fermer les yeux et de se retrouver près de la mer. C'était super beau. Les décors étaient vraiment magnifiques. Moi, j'avais une question par rapport justement à cette expérience. Là, on était quand même dans un cas qui était quand même assez extrême parce que là, il y avait 2 prétendants. Il y avait le pêcheur, il y avait l'autre jeune homme. Est-ce que le père d'Azaï aurait eu la même réaction si, admettons, Cynthia Elizabeth n'avait pas ce prétendant? Elle avait juste présenté d'être ce pêcheur, dire que j'ai rencontré quelqu'un, je pense que c'est l'homme de ma vie. Est-ce que le père aurait eu aussi la même réaction? Non, parce que tel que je vous ai expliqué tout à l'heure, le personnage,
King, c'est un homme assis. Monsieur King, c'est un homme de valeur. Et qui dit valeur, dit principe. Les principes des hommes de valeur que nous sommes, dans, en parenthèse, que nous sommes dans les différents films que nous produisons, ne saurait jamais accepter, un pécheur dans nos vies, dans la famille. C'est ce que je disais tout à l'heure, la différence de la classe, des classes sociales. Parce que je sais qu'en tant que bourgeois, aurait toujours aimé que sa fille soit et demeure dans la classe bourgeoise pour encadrer, pour entretenir l'image, pour entretenir des relations qui pourraient être autant diplomatiques que d'intérêt. Donc, pour rien au monde, je n'aurais jamais laissé ma fille sortir avec un pêcheur. Pour rien au monde, parce qu'on ne peut pas être la fille de M. King et se retrouver dans les bras d'un pêcheur. Ce n'est pas possible. Hein? Maintenant, comme je disais tantôt, c'est un film. Oui, ça a été finalement possible parce que... c'est une belle leçon. Oui, c'est une belle leçon. Et c'est une leçon de vie. C'est une très belle leçon de vie. Absolument. Ça permet de comprendre, ça permet aux audiences, ça permet de comprendre, ça permet aux téléspectateurs et à vous autres de comprendre que dans la vie, il faut éviter des acceptions. Parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes égaux devant Dieu. Personne n'aurait jamais choisi être pécheur. Parce que qui dit pécheur, dit quelqu'un de basse classe, dit quelqu'un de démuni, dit quelqu'un de débrouillard. Alors, un monsieur King ne pourrait jamais accepter un débrouillard dans sa vie, dans sa famille. Mais dans le film, le son attiré, c'est que quelqu'un a eu raison sur l'éthique et la déontologie, quoi. Donc, voilà. Et voilà la leçon à tirer. D'accord. Tu as une autre question, Zandel? Non, je n'ai pas de question. Oui, moi j'en ai encore. J'en ai toujours. Ok. Serge, il y a une sorte de croisement, une sorte de croisement ou des similitudes croisées entre Le Cœur d'Adzaï et la série de Blaise Option Miel amer. Cette similitude, c'est le fait que, comme dans Le Cœur d'Adzaï, tu es le papa de deux superbes filles, et dans la série Miel amer, tu es aussi le papa des deux superbes filles qui ont fait des beaux mariages et qui sont à l'aise dans leur foyer, sauf que tu as une femme qui est un peu compliquée, qui te complique un tout petit peu la vie et qui déroute d'une certaine manière le destin de tes filles. Alors, là, il y a aussi une sorte de leçon que moi je retiens, c'est le fait que quand on est un homme ou un papa qui a des problèmes, soit psychologiques ou physiologiques, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Donc, tu étais un homme qui avait un problème où, bon, tu dormais pas ou tu dormais, je ne sais pas. Bon, là aussi, c'est un peu compliqué de distinguer ça. Alors, moi, je reviens un peu à cette similitude-là. Dans Le Cœur d'Adzaï, toi, en tant que père, tu arrives vraiment à mettre les choses en ordre par rapport à tes filles et à bien donner des conseils à tes enfants, à les comprendre aussi. Tandis que dans Miel amer,
Là, tu es vraiment absent, totalement absent. Parlez-nous un peu de ce rôle-là que tu avais dans Ni et la mer. Oui, Martin, c'est aussi ça la magie du cinéma. Il faudra demander Oui, à bien sûr. Blaise, option. Mais on parle de les sons ici. Oui, oui, il faudra demander déjà, entre parenthèses, déjà, c'est juste pour vous expliquer comment j'ai fait pour me retrouver dans Miel la mer avant de vous dérouler le menu. Ah. En fait, la magie du cinéma, c'est que quoi? C'est que le plus souvent, on nous retient, on captive l'attention de certains, des réalisateurs à travers d'autres projets. C'est de là d'où sort la similitude. Parce que c'est vrai, je n'ai jamais pensé poser la question d'adoption. Comment est-ce qu'il lui est arrivé de solliciter la mer? Mais je pense quand même qu'il aurait vu le cœur d'Azaï. Il a compris que, au-delà du fait que dans le cœur d'Azaï, j'étais quand même de possessif, j'étais ce monsieur de rigueux, ce monsieur protecteur. Il a compris qu'il pouvait transformer ce rôle en quelqu'un de très calme, de très très calme vraiment. Et ce rôle m'a beaucoup accroché parce que dans le quotidien de ma vie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de... J'ai ce flegme là. Et ça m'a aidé, ce flegme m'a aidé à incarner ce personnage de M. Eba par la mer. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, M. Eba, c'est ce monsieur qui a perdu sa notoriété d'homme responsable. M. Eba, en qualité de retraité, n'avait que ses 2 filles pour lui apporter du bonheur. Mais il se trouve que dans la courante et la mœurs africaine, il se trouve que M. Eba a perdu le sens d'homme responsable pour devenir la coqueluche de sa femme. Parce que M. Eba, financièrement, ce n'est plus le M. Eba qu'on a connu des années antérieures. Alors, il se trouve que M. Eba a perdu la force d'homme en tout. Parce que vous avez regardé bien la mer. M. Eba est devenu celui-là qui ne pouvait plus imposer, quoi que ce soit dans son foyer, et dont les rôles avaient été transférés à Madame Eba. Transféré, c'est même un abus de langage. Madame Eba a récupéré le rôle de père de famille, de responsable de famille à M. Eba pour faire de nos filles une marchandise. J'appelle ça marchandise parce que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, mes filles ont eu des bons mariages. C'est ce qu'on peut retenir. Mais c'est ce qu'on devait retenir dans Miel la mer. Et ce qui fait ce titre, ce miel, dont on connaît ce qui est devenu est, pour ne pas dire son, toute cette turbulence qu'on a pu découvrir au fil et à mesure où Miel la mer évoluait avec les différents épisodes que vous avez pu visionner. Cette turbulence qui dévoile qu'est-ce que je vais dire, ça dévoile le mauvais côté féminin, surtout féminin, à travers mon épouse. Parce que c'est ce qu'il faut retenir dans Miel la mer.
faut retenir toi de la mère. Monsieur Eba a perdu ses couilles d'homme. Excusez-moi du terme. Mais pour On être a plus compris. explicite, tout le monde va comprendre. Je peux expliquer. Monsieur Eba est devenu la coqueluche de toute une famille par la faute de mon épouse de caractère matérialiste. La chance que j'ai pu avoir, c'est que autant j'ai donné l'amour à mes filles, autant je les ai aimées, autant mes filles aussi m'ont beaucoup aimé d'emmener la mer. C'est cette petite chance que j'ai pu avoir à travers les rapports que j'avais avec mes filles. Mais la leçon qu'on pouvait tirer dans Miel la mer, c'est que ma femme a détourné mes enfants. L'éducation que j'ai donnée à mes enfants n'ont pas pu profiter de cette éducation au fil des temps. Pour ne pas dire qu'ils ont abandonné cette éducation parce que leur maman avait une main mise sur elle, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et la leçon tirée, c'est que l'opulence ne fait pas un ménage. On a beau avoir beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas moi qui ai souhaité avoir des gendres de vie exagérément, je veux dire, les gens d'une grandeur, que ce soit financière, que ce soit physique. Je n'ai jamais attendu ça. Moi, ce n'est pas dans ma conception de la vie, dans le miel amer. Mon vœu était que mes filles aient des enfants, des époux de vie normale, qu'elles ne souffrent pas dans leur foyer, contrairement à mon épouse qui a plutôt pensé que les meilleurs des époux que nos filles devraient avoir ou pourraient avoir étaient ceux-là que vous avez découverts. Malgré tout leur argent, il leur a manqué quelque chose. L'encadrement, il leur a manqué l'amour, il leur a manqué l'expression, parce qu'ils n'ont jamais su passer le message. En amour, il faut être des gens, je ne dirais pas loyal, mais des gens partageables. Il faut partager, il faut écouter, il faut dialoguer, il faut converser. L'argent ne fait pas un foyer. C'est l'amour, c'est l'entente. C'est le tout qui fait une relation. Et c'est ce qui a manqué à mon épouse comme éducation. Et vous avez pu constater ce que ça a pu faire. Parce que quand elle est devenue mère, c'est quand mon gendre César a retourné le manteau. Ce n'est plus le César qui était le richissime. Entre parenthèses, je vais vous dire quelque chose. Il y a un passage dans une des scènes que j'ai joué dans ce miel amer, qui fait quand tu sollicitais, quand tu courais derrière ma fille, ma petite fille, mon adorable, ma bien-aimée, Mira, parce que c'est ma fille aimée. J'aimais mes deux filles, mais elle, j'avais beaucoup plus de sentiments envers elle que l'autre. Il y a ce passage qui disait, quand tu courais derrière Mira, parce que tu mourais d'envie de la voir auprès de toi, tu as confondu l'amour au désir. Et en fin de compte, tu n'as jamais aimé Mira parce que tu n'as jamais rien compris de l'amour. Tu as désiré Mira, mais ce désir s'est transformé en amertume parce que tu n'as jamais rien compris en amour. Alors aujourd'hui, tu peux me pointer d'âme pour menacer parce que j'avais récupéré ma fille avec moi. Elle souffrait tellement dans son foyer qu'il fallait que je la récupère avec moi. Il fallait que je transmette un message à César qui a fini par comprendre que on n'achète pas l'amour. On vit l'amour, on encadre l'amour et dans une relation, il faut
faut qu'il y ait un sentiment. Tant qu'il n'y a pas de sentiment, quoi qu'il y ait beaucoup d'argent, la relation ne pourra jamais, 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 jamais durer. Donc voilà la leçon qui était à transmettre dans Miel la mer. Monsieur Eba, contrairement au cœur d'Azaï, était le papa mou, comme ils me disent tout le temps. Monsieur Eba, mais pourquoi vous étiez tout mou? Mais c'est aussi ça le cinéma. Monsieur Eba dans la vie n'est pas mou. Monsieur Eba, tout au contraire, c'est quelqu'un de rigoureux dans tout ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un de partageable. C'est celui-là même qui prône pour la paix, pour l'amour, mais surtout pour la crainte de Dieu. Parce que César n'a jamais craint Dieu. Il est arrivé et sa chute n'avait pas tardé. Tout le monde l'a découvert, tout comme la chute de Madame Eba. Et Monsieur Eba est resté lui-même. Voilà ce qui a fait la beauté du rôle que j'ai joué dans la mer, du personnage que j'ai incarné, qui jusqu'aujourd'hui est resté M. Eba. Parce qu'à tout bout de chemin, on m'appelle maintenant M. Eba. C'est vrai que monsieur le régisseur, comme vous disiez, à l'entrée de notre échange, ce n'est pas monsieur le gouverneur comme dans Échec et Maths, c'est monsieur Eba. L'anecdote que je vais vous partager, c'est que monsieur Eba, le rôle de monsieur Eba fait aujourd'hui que je suis un acteur comblé. Je dis aussi, il disait souvent lors du tournage que Miel la mer va faire boum, et Miel la mer va faire vraiment boum. On a retenu dans la partie, c'est Miel la mer en parle, ça fait bientôt 1 an ou 2 ans. Miel la mer en parle toujours jusqu'aujourd'hui. Et l'anecdote dont je vous parlais est que M. Eba, lors de mes différents déplacements, n'est jamais contrôlé. Je veux dire, quand les agents routiers, les agents routiers m'interpellent sur la voie, dès qu'ils constatent que, ah, tiens, c'est M. Eba. Eba. Voilà. Eba, on ne doit pas les pièces d'identité à M. Eba. On dit chapeau, M. Eba, pour le rôle que vous avez joué et pour le personnage que vous avez incarné. Chapeau, M. Eba. Donc, la mer, pour moi, c'est toute une histoire. Voilà l'anecdote. Oui. Je vais vous dire quelque chose d'impressionnant que je viens de remarquer en vous. J'aurais dû le dire peut-être à la fin, mais là, je profite de maintenant pour ne pas oublier. Franchement, c'est très, très rare de voir qu'un acteur qui s'exprime aussi fait lui-même une sorte d'auto-analyse de ses rôles et de donner même les leçons qu'il tire de ça. Franchement, c'est rare. Et là, je vous dis chapeau. Oui, effectivement, je confirme, Ouais. Ça devrait être dans la conclusion, mais je préfère le dire maintenant pour ne pas, pour ne pas oublier. Alors, du coup, il y a Marie qui a une question. Marie, je te laisse poser ta question. Oui, bonsoir Serge. Allô? Bonsoir Marie. On t'entend. Voilà, ok. J'ai une question, c'est-à-dire que j'ai remarqué que dans les rôles, par exemple, dans le cœur d'Azaï, on voit un mari. En fait, je n'ai pas trouvé assez d'intimité avec sa femme. Ainsi que dans Miel la mer. C'est juste des figures. Hein? C'est juste des figures, une figure paternelle.
un mari qui est avec sa femme et tout. Donc, on ne sent pas trop l'intimité dans le couple. Et puis, la question que je vais poser, c'est que est-ce que Monsieur Eba incarne l'homme africain, c'est-à-dire qu'on sait juste que c'est le père. On ne voit jamais le père et la mère s'embrasser, mais on voit juste les enfants. Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Oui, c'est une très bonne question, Marie. Ce que je vais vous dire, Marie, c'est que, vous savez, ça dépend de l'histoire qu'on veut transmettre. Donc, dans le cœur d'Azaï, vous savez, on ne peut pas expliquer un film de bout en bout. On retient l'essentiel, on retient des passages captivants, en bien comme en mal. Et dans le cœur d'Azaï, il n'était pas question qu'on retienne mon côté maternel, c'est-à-dire mon côté père de foyer, attentionné. Il était question qu'on retienne M. King, qui est un bourgeois, qui est celui qui pense surtout à ses affaires et qui a un intérêt qui se devait être égoïste, parce que M. King a toujours souhaité avoir un genre de classe pareil que la sienne. Et c'est sur ça qu'on pouvait beaucoup plus être captivé. On ne pouvait pas s'attendre à voir M. King attentionné, M. King qui pouvait partager des baisers avec sa dulcinée, sa partenaire, sa moitié. Ce n'était pas ça le but, en fait, dans le cœur d'Azaï. Le message qu'on devait transmettre dans le cœur d'Azaï n'était pas axé dans le côté maternel. Et voilà, c'est ça. Mais je suis désolé que tu n'aies pas pu découvrir des baisers de M. King dans le cœur d'Azaï. Mais si tu as regardé Échec et Mat, rassure-toi, tu serais servi parce que je les ai couverts de beaucoup de baisers, rassure-toi. Et je crois que je t'enverrai regarder. Alors, dans YouTube, tu regardes Échec et Mat et tu seras servi. Ok, je ferai un tour, merci. Le côté attentionné. Merci, c'est une question qui me fait marrer en même temps. Ok, merci, je ferai un tour. Ok, d'accord, merci. Alors Martin, l'heure de chez la vitesse, il est déjà 22h15, donc je pense qu'on va bientôt clôturer, donc je te laisse prendre la main de nouveau. Le temps est passé si vite. Ouais, ça passe vite. Non, disons, une petite dernière question, c'est par rapport au rôle qu'il joue en tant que policier, là. Parce que j'aime vraiment beaucoup quand il joue le rôle du commissaire de police, comme dans Behind de notre cher William. Simon, Ouais. Les rôles de policiers que vous jouez là, est-ce que avant de pouvoir jouer ces rôles, ou plutôt avoir les instructions du réalisateur, est-ce que est-ce que parce qu'il faut se tutoyer, excusez-moi, est-ce que tu essaies aussi est-ce que tu as des amis policiers avec qui tu causes pour savoir comment faire, quels sont les gestes qu'il faut prendre, quelle est la posture qu'il faut prendre, etc., etc. Est-ce que tu fais ça? Bon, merci pour la question, Martin. Behind aussi, c'est un film qui, je parle accrocher beaucoup de spectateurs et de fans de cinéma. Mais je ne vais pas trop expliquer Behind parce que ça risque encore de nous prendre beaucoup de temps. Je vais aller droit au but.
Le rôle de commissaire de police, ça a été facile avec moi parce que j'ai dans ma famille des policiers. En gros, je suis, je pourrais dire, nous sommes 2 ou 3 qui n'avons pas choisi le métier d'homme en tenue. Mais généralement, c'est des gens que je côtoie tant dans ma famille que dans mon entourage. Donc, c'était un peu plus facile pour moi parce que je les vis au quotidien. Et c'est aussi l'un des films dans lesquels je devrais challenger. Parce qu'il y a un collaborateur que je respecte beaucoup. Parce que c'est en lui qu'on connaît beaucoup plus. On le reconnaît beaucoup plus dans ces rôles-là. Et comment il s'appelle oh là là. J'espère que je vais me souvenir avant de clôturer. Donc, bref, je veux dire quoi? Je côtoie ces gens au quotidien dans ma vie et c'était facile pour moi d'incarner ce rôle de commissaire de police dans Behind. Et j'espère déjà que j'avais bien incarné ce personnage. Et ce qui m'a rendu la tâche facile était que je vis au quotidien avec ces gens, je sais comment ils se comportent, je sais comment ils vivent. Et généralement, quand on est dans ce genre de rôle, on nous demande très souvent d'aller vers ces gens, de les copier, de les vivre au quotidien, afin de transmettre dès lors qu'on a l'occasion ou la chance de dénicher ces rôles-là. Donc voilà l'histoire de Serge Lottin dans Behind. Et voilà ce qui a rendu le rôle utile à Serge Lottin. C'est aussi un rôle qui s'est accroché à Serge Lottin parce que lorsque je suis dans mon milieu, lorsque je suis en famille, la famille d'acteurs, on me reconnaît beaucoup plus en tant que commissaire que M. Eba ou M. King. Donc voilà l'histoire de Serge Lottin et voilà ce qui a facilité mon interprétation dans Behind en tant que commissaire. Merci. On s'approche vers la fin. Avant de pouvoir donner la parole à Zandel pour la mise en situation, j'ai une petite question juste de curiosité. Je te vois souvent porter des t-shirts des entreprises du Danemark ou des vareuses de sport des équipes du Danemark. Tu as vécu au Danemark ou quoi? Ah ouais. Ouais. Non, j'ai jamais vécu au Danemark. Je sais que ça fait plaisir de par ta position actuelle. Et si tu veux m'inviter au Danemark, je viendrai en courant. Mais ça peut faire plaisir. C'est que j'apporte beaucoup plus les t-shirts de couleur rouge qui est une qualité, qui est une couleur préférentielle. Je ne veux pas dire la couleur principale des effigies du Danemark. Et c'était juste une simple coïncidence comme ça que cette couleur-là est ma couleur préférée et le plus souvent, je me retrouve comme ça en train de payer des maillots rouges qui ont les effigies Danemark. Et voilà la raison pour laquelle tu as pu remarquer que voilà, je suis un fan du rouge, je suis un fan de l'équipement qui dénote du rouge, mais c'est juste une simple coïncidence comme ça. Je n'ai jamais été au Danemark, je n'ai même jamais rêvé d'aller au Danemark. Si jamais tu veux m'inviter au Danemark, je viendrai en courant parce que je veux bien aussi partager mes expériences avec Martin. Le message est passé. Le message est passé. Le message est passé. Ok, alors, Zandel. Oui. La mise en situation.
bonjour. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire... je veux que tu me fasses venir Sandrine à mon bureau tout de suite. Hein. Oui, oui, si, je parle de Sandrine, la stagiaire. D'accord. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour monsieur. Ça va bien? Ça va, merci. Ça me fait plaisir de te trouver souvent. Plaisir partagé. Généralement, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir ce sourire et je me dis, ça augure une conversation qui pourrait être positive et gagnant-gagnant. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas vraiment. J'ai pas l'air de vous suivre. Je sais pas. Vous pouvez être plus explicite? Je vous comprends. Je sais que c'est des choses qu'on peut facilement. Je tiens quand même à vous le dire. Vous savez que je suis votre patron. Oui. Vous savez que j'ai toutes les cartes en main et que je peux décider de vous recruter comme de vous faire partie de cette société. Vous savez? Jusqu'à présent, je le sais, oui. Vous savez que quand vous êtes retrouvé dans cette société, vous imaginez? C'est pas pour vous, n'est-ce pas? Après avoir postulé dans plusieurs entreprises, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ma société, je crois quand même qu'il y a un prix à payer pour ça. Pardon? Ok, je comprends. On ne peut pas en venir, c'est ça? Ah, on va tout ça, André. En fait, j'ai eu le temps de bien vous observer et en qualité d'autre, j'ai des faiblesses de temps en temps. Ah non, ne vous fiez pas à ma bague. C'est vrai que je suis marié, mais vous savez, nous les hommes, nous sommes ce que nous sommes. Ça m'a toujours plu et j'aimerais bien entretenir une relation à long terme avec vous. Attendez. Là, je vous arrête tout de suite, là. Vous êtes en train de me dire quoi, là? Je suis censée comprendre quoi? Moi, c'est ça. Je suis pour vous dire, Sandrine, que j'aimerais avoir entretenir une relation avec vous. Je pense qu'on va arrêter là. Je vais faire comme si j'ai rien entendu. Là, je vais partir de ce bureau et cette conversation restera entre vous et moi. Je ne veux pas de scandale. Je viens de débuter dans cette entreprise et vous me proposez déjà une promotion de canapé. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Ok, Sandrine. Dans la vie, il faut avoir fait des bons choix. Un travail ici dehors, c'est pas facile. Vous le savez très bien. Vous pouvez pas imaginer le nombre de sociétés qui n'ont pas pu vous recruter, malgré votre background. Et moi, je suis en voie de vous recruter. Et pour ça, vous devez être ma partenaire. J'aimerais vous avoir comme amante. Je voudrais partager des expériences avec vous. Je voudrais vous apprendre la vie. Je voudrais vous préparer au monde de l'emploi. Et vous savez, le prix à payer, c'est soit vous acceptez qu'on sorte ensemble, soit je ne vous retiens pas dans ma société parce que c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vous veux. Voilà. Ah, vous voulez. D'accord, ok. Mais le choix va être vite fait. Je vais non seulement partir de cette entreprise, et je vais porter plainte contre vous. Ah, ça non. Pas du tout.
santé. Je fais comme si je ne vous ai jamais laissé la parole à propos de la doléance que je vous ai soumise. Vous savez, parfois, j'aime bien m'amuser. Parfois, j'aime bien occuper le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Et je voulais savoir si vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut. Et voilà, j'ai compris que vous êtes une femme qui a des objectifs et qui tient à les atteindre. Alors, je vous dis bravo, Sandra. Ça me fait plaisir de recruter une dame de votre vie. Et je crois que vous n'avez pas peur, hein? Je t'ai passé. Je sais pas. Bravo! Bravo, bravo, Bravo! Bravo, bravo. En tout cas, Ah là, franchement, c'était. ouais. C'est pas la Merci. même chose hein, quand on est dans l'autre Ouais. camp. Hein. Merci beaucoup pour cette mise en situation. Bah, Zandel, je vais te dire une chose, c'est que je vais proposer à certains réalisateurs camerounais de te prendre dans certains de films. Il faut que tu joues. Oui. Je crois que tu n'auras pas besoin. Je crois que tu n'auras pas besoin, Martin. Dès qu'ils vont voir, ils vont te dévancer. Absolument. Donc, de toute façon, je vais parler à Blaise et à Simon de te faire jouer ce rôle-là, exactement le même rôle que tu viens de jouer ici. Quitte à savoir quel va être le scénario, mais tu as été super. Ah, merci, c'est gentil. En tout cas, merci C'était super. Merci beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, on est pile 22h30. Alors, merci beaucoup pour ce live qui a été très, très, très intéressant. Et merci à Serge. Serge, merci vraiment beaucoup pour ta disponibilité. Et on avait en face de nous quelqu'un, franchement, qui sait ce qu'il fait dans le cinéma. Et on a appris beaucoup de choses de toi, mais aussi beaucoup de choses aussi par rapport aux films dans lesquels tu joues. Ce qui est, bon, c'est pas rare, mais franchement, ça nous a plu. Voilà. Je pense que nous pouvons mettre fin à ce live de ce soir. Et il me semble que Serge avait envie de faire une fin plus joyeuse, il me semble. Il voulait terminer en chanson. Et oui. Ah bon? Et oui. Quelle surprise! Vous m'avez caché des choses, là. Vous me cachez des choses. Donc, moi, j'attendais ça. Des choses. C'est pas gentil de votre part, ça. Par je voudrais conclure en chanson parce que, vous savez, nous, à travers les autres esprits que nous mettons sur le marché et que vous découvrez au quotidien, on ne fait rien sans spiritualité. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous inspire. Et si j'ai tenu par sortir par une note musicale, c'est pour dire merci. J'ai traversé des moments difficiles dans mon foyer ces derniers mois, mais Dieu merci, il a rétabli la paix. Et comme je disais tout à l'heure à l'entame de nos échanges, on ne fait rien sans Dieu. Et pour moi, il est tout pour moi et je voulais lui dire merci. Je voulais matérialiser cet échange en sortant par ce coup de musique et en faisant un clin d'œil à mon épouse, Anne Lotine, et à tous ceux qui m'aiment bien, qui m'adorent. Et à tous ceux qui m'aiment. C'est un échange très en toute chose, il faut savoir bien copier ce qui est bien, il faut savoir capter ce qui est bien. Et c'est ça qui veut dire pour la confiance, pour la marque d'estime et pour l'intérêt que vous portez à des personnes.
Sur ce, je vais sortir sur ce bout de musique et voilà, je vais dire Dieu merci pour tout ce moment de 17 que j'ai passé mon temps. Merci André, merci Raoul, merci Sandrine, ce fut un plaisir. Voilà, alors je vais chanter Third du Victory, puis Jesus, qui est mon truc de ma forme que je joue. J'espère que vous allez me tendre vos délicates oreilles et apprécier ensemble. No one can, no one will. Who will stand against the King? No one can, no one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Him. Victory belongs. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs, Martin. Victory belongs to Jesus. Victory belongs, Raoul. Victory belongs to Jesus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci, frère. Merci. Mais écoutez, Belle voix. Il a une écoutez, super belle voix. écoutez. Beau chant. Mais c'est incroyable ça. Est-ce qu'on peut s'imaginer ou on peut s'attendre à ce qu'un jour tu puisses aussi être chanteur et enregistrer quelques chansons? Tu y penses? Martin, une année de plus. Mon épouse a toujours pensé que je serais un chanteur au-delà de penser que je serais le futur président de la République. L'anecdote, c'est que le dernier projet dans lequel je me trouve actuellement, la série dans laquelle je joue actuellement, je suis le président Massoma. Ça dit quoi? Ça veut dire que j'ai été tout dans le cinéma, sauf dans la vie. Et je dis merci pour la gloire, merci pour le chemin que Dieu me prépare. Si demain, après-demain, je suis chanteur, ne soyez pas surpris. C'est autant de choses que ma tendre et chaleureuse épouse m'a toujours prédit. Et je le fais
très souvent avec beaucoup d'amour et de passion. C'est le mot de la fin aussi. Merci pour la gloire. Merci surtout pour une éventuelle nouvelle carrière qui peut s'offrir dans le futur. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bye bye vous, merci. Ce fut un plaisir. Je suis tout joyeux et je dis merci, que le Seigneur vous garde et que ensemble nous soyons toujours, que nous vivions dans l'amour et que des occasions comme celle-ci multiplient. Merci pour le concept, merci pour la vitrine et longue vie à Vori TV.